Quand on pense à Confucius, on imagine souvent ce vieux sage un peu cliché, avec ses phrases un peu mystérieuses qu'on retrouve dans les biscuits chinois. Mais bon, ça, c'est vraiment la caricature. En réalité, l'histoire de cet homme, c'est celle d'un penseur absolument révolutionnaire. Ces idées, qui sont nées dans une Chine complètement fracturée, eh bien, elles ont façonné toute une civilisation pendant plus de 2000 ans. Allez, on va plonger là-dedans. Pour vraiment saisir qui était Confucius, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il a grandi. Et c'était un monde franchement violent, chaotique, un monde en train de s'effondrer. Imaginez un peu la Chine du 6e siècle avant notre ère. La dynastie qui règne, les Qiu, est en train de s'écrouler. Le pays est complètement éclaté, c'est une mosaïque de petites principautés qui n'arrêtent pas de se faire la guerre. Les textes de l'époque sont très clairs là-dessus. On n'avait jamais vu autant de massacres. Et dans ce chaos, le pouvoir, c'est un véritable piège mortel. Les alliances se défont au rythme des trahisons. Les assassinats, les suicides politiques, c'est le quotidien. Les seigneurs de guerre rivalisent de brutalité pour piquer des territoires et écraser leurs voisins. C'est donc dans ce désordre absolu que naît Confucius. Les traditions anciennes sont piétinées, il n'y a plus de morale. Le peuple est complètement désespéré et tout le monde attend une sorte de sauveur, un sage capable de ramener un peu de paix et d'ordre. Et c'est là, au milieu de ce monde en morceaux, qu'arrive un homme, Kongqiu. C'est lui que l'Occident appellera plus tard Confucius. Et rien que sa naissance, elle est déjà entourée de légendes, comme pour annoncer un destin vraiment pas comme les autres. Alors la légende nous raconte que sa mère croise une créature fantastique, le Qilin. Dans sa gueule, il tient une pierre de jade, sur laquelle est gravée une prophétie. Un roi sans royaume verra le jour. Le jour de sa naissance, 2 dragons surveillent la maison, et 5 vieillards, qui symbolisent les plus grands empereurs, viennent lui rendre hommage. Bref, tous les signes sont là, cet enfant est spécial. Et ce qui est fascinant, c'est que Confucius, il avait le choix. Il venait d'une famille de grands guerriers. On le surnommait même le géant Confucius, tellement il était grand et costaud. Il aurait très bien pu devenir un chef militaire redoutable. Mais non, il a tourné le dos à cette voie pour se plonger dans l'étude, la sagesse et la recherche d'un ordre social juste. Face au chaos de son temps, la solution de Confucius, ce n'est pas une nouvelle arme ou une nouvelle loi. Non, c'est quelque chose de bien plus profond. On pourrait presque parler d'une technologie sociale pour reconstruire la société de l'intérieur, en commençant par chaque individu. Le premier pilier de sa pensée, c'est le li. On traduit ça par les rites. Pour Confucius, les rites, ce ne sont pas juste des formalités un peu vides. C'est en fait les règles du jeu social, la structure qui permet à tout le monde de connaître sa place et d'agir comme il faut. C'est ça qui garantit l'harmonie et la stabilité. Et il y a une anecdote qui illustre ça parfaitement. Un jour, un seigneur très puissant s'autorise à utiliser 8 rangées de danseurs pour une cérémonie. Or, ce privilège était réservé à l'empereur et à personne d'autre. On pourrait se dire, bon, ce ne sont que des danseurs, quelle importance. Mais pour Confucius, c'est un symptôme de l'effondrement général. Si un ministre peut usurper les rites de l'empereur, alors tout est permis, et c'est la porte ouverte à l'anarchie. Mais attention, le lit tout seul, ça ne suffit pas. Confucius le dit lui-même, les rituels, même les plus parfaits, ne valent rien s'ils ne sont pas animés par une qualité intérieure qui est absolument essentielle. Et cette qualité, c'est le run. C'est vraiment le cœur du réacteur de la philosophie de Confucius. On peut traduire ça par humanité, bienveillance, bonté. C'est la conscience morale qui doit être le moteur de toutes nos actions et qui donne leur vrai sens au rite. Ok, mais comment on cultive ce fameux ren ? Eh bien, le principe de base, d'après Confucius, est d'une simplicité désarmante. Aimer autrui. Et ça s'exprime très concrètement dans cette règle d'or qu'on connaît tous, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et c'est là que tout se connecte. Si chaque personne cultive le ren et respecte le li, alors la société va s'harmoniser. Et ça vaut surtout pour les dirigeants. L'idée de Confucius est radicale pour l'époque. Il faut gouverner non pas par la peur et la force, mais par la puissance de l'exemple moral. Cette métaphore de l'étoile polaire, elle est magnifique. Le dirigeant vertueux n'a pas besoin de forcer les choses. Sa droiture morale devient un point fixe, stable, autour duquel toute la société peut s'organiser et trouver sa direction, tout naturellement. Et il y a cette autre image, celle du vent et de l'herbe, qui explique très bien l'influence naturelle du leader. Un dirigeant qui est bon et juste va inspirer la bonté et la justice chez les gens. Il n'a même pas besoin de loi ou de punition. Son exemple moral façonne la société, de manière presque organique. De son vivant, Confucius n'a jamais vraiment réussi à faire appliquer ses principes dans un grand royaume. Mais en fait, son influence immense ne vient pas de ses succès politiques, elle vient de son rôle de maître, de professeur. Et ce qui est fou, c'est qu'il le faisait avec une humilité incroyable. Il ne se voyait pas comme un inventeur, mais comme un passeur. Sa mission, disait-il, c'était de retrouver et de faire revivre la sagesse des anciennes dynasties, une sagesse qui, selon lui, avait été perdue dans le chaos de son temps.
D'ailleurs, à la fin de sa vie, il a résumé son propre parcours comme une progression constante vers la connaissance et la maîtrise de soi. C'est un voyage intérieur qui l'a mené à une sorte de liberté ultime, là où ce que son cœur désire est en parfaite harmonie avec ce qui est juste. Mais son véritable héritage, son vrai trésor, ce sont ses disciples. On pense qu'il en a formé plus de 3000. Ce sont eux qui ont rassemblé ses enseignements, notamment dans un livre appelé « Les Entretiens ». Et c'est grâce à eux que sa sagesse a pu traverser les siècles. Au final, la question que posait Confucius il y a 2500 ans, elle nous parle encore énormément aujourd'hui. Face aux divisions, aux conflits, à l'incertitude ambiante, est-ce que le retour à la vertu, à l'humanité, au respect mutuel pourrait être une solution ? La quête de Confucius pour un monde juste fondé sur la morale, elle continue de nous interpeller.